Allez, écoutez, on va y aller. Alors pour faire le petit lancement de ce bourbier, la petite introduction, bonjour à tous, hein, on est très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de Bourbier. On relance la saison des Bourbiers avec une petite pause cet été, hein. On a un beau programme de Bourbier qui arrive dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc c'est top. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Benoît, ça fait 10 ans que je fais du produit. J'ai été product manager, entrepreneur et aujourd'hui je suis cofondateur et CPO d'Advisory qui est une agence dédiée au product management et je suis bien évidemment animateur de ce magnifique event qui est le Bourbier. Donc pour ceux qui connaissent pas le Bourbier et qui découvrent un petit peu ce concept, l'idée c'est d'avoir une instance un peu originale où en fait on va parler galères, témoigner de nos problématiques respectives, hein, parce que on vit tous de belles galères dans le monde du produit, hein. Et donc l'idée c'est de communiquer sur ces galères-là, parce que bon, c'est aussi dans la galère qu'on apprend. Et donc c'est ça qui est sympa avec le Bourbier, c'est qu'on peut aussi apprendre des galères des autres. Donc ça évite de refaire les mêmes. Donc voilà, et peut-être juste avant de te laisser la parole, Lucie, donc juste pour présenter rapidement Advisory. Donc Advisory, c'est une agence dédiée aux produits, hein, donc on adresse différents métiers autour du produit, le product management bien évidemment, mais aussi le product design et le product engineering. Et une de nos grosses ambitions avec Advisory, c'est d'évangéliser et de promouvoir le product management qui reste quand même une discipline complexe et évolutive. Donc, il y a toujours beaucoup d'évangélisation et de communication à faire sur le sujet. Et on dispose d'une entité qui s'appelle Advisory Campus, qui est dédiée à la formation produit. Et on a une très belle plateforme qui s'appelle productcampus.com avec pas mal de formations disponibles en ligne voilà, c'est pas mal parce que ça vous permet quand même de vous former sur certains sujets clés du produit, sur des pricing qui restent largement abordables. Donc voilà, ça fait partie de notre volonté d'évangéliser et d'ouvrir un maximum les chakras autour du produit. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour autour du Product Campus. Il y a pas mal de belles choses. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Lucie avec nous. Donc, Lucie qui a un super parcours product, qui est passée par Canal, France TV, Deezer. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça et qui va nous parler d'un très beau sujet qui est celui du sentiment d'échec qu'on peut ressentir dans sa carrière produit et surtout comment on peut surmonter ce sentiment d'échec. Écoute, Lucie, je te laisse la main pour compléter cette présentation et nous parler un petit peu de ce sujet. Ça marche, merci beaucoup Benoît. Déjà enchantée tout le monde. Donc en effet, j'ai eu la chance de passer par de très belles entreprises sur ces 5 dernières années où j'ai fait que du product management. Et juste un petit mot sur ces entreprises parce que en gros, elles ont un point commun en plus d'être vraiment des références de la création et de la distribution de contenu en France. C'est aussi que même si elles ont des tailles très différentes, en fait, les organisations de produits de ces trois entreprises sont finalement assez similaires. On retrouve à peu près la même taille d'équipe, en fait, même si au niveau de l'entreprise, c'est super différent. Donc, en gros, tout ça pour dire que c'est hyper intéressant ce talk aussi pour les gens qui sont dans des équipes qu'on va appeler un peu taille scale-up, même si je pense que même quand on est dans des plus petites structures ou d'encore plus grandes, on a les mêmes galères. Et voilà, sinon, juste pour compléter, j'adore le théâtre à côté du produit. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez me retrouver sur scène, c'est aussi possible pour d'autres types de moments. Voilà. Et très heureuse d'être ici aujourd'hui pour parler de nos galères. On est très heureux de t'accueillir ici. Cool. Ouais, donc en gros sur le sentiment d'échec dans les carrières produits, juste un petit mot avant qu'on commence parce qu'il y a plusieurs mots importants en fait dans cette phrase. Déjà, pourquoi est-ce que c'était un talk hyper important pour moi? C'est parce qu'en fait, euh, au cours de ces 5 dernières années, il y a beaucoup de choses que j'ai comprises parfois un petit peu sur le tard, sur vraiment la perception de l'échec et sur ce à quoi il pouvait être dû. Aujourd'hui, on va aussi beaucoup parler d'une autre notion qui est celle de managing up. Alors, je suis désolée, je la dirai en anglais pendant toute la présentation parce que j'ai pas trouvé de bonne traduction en français et que personnellement, j'adore les anglicismes. Donc voilà. Donc pour moi, c'était assez important. En fait,
quand on vient faire des talks un peu comme le Bourbier, on parle de beaucoup de nos fails, et à chaque fail, ce qu'on essaye d'identifier, c'est un peu la compétence qui nous manquait ou sur laquelle on peut travailler. Et ici, du coup, on va parler de la compétence qu'est le managing up et sur lequel on peut travailler. Un petit mot sur la notion d'échec, parce que le mot échec en France fait super peur. Et c'est un gros mot et il faut pas trop le dire, et c'est pour ça que je suis ravie qu'il soit écrit en gros sur cette slide, parce que j'aime bien mettre les pieds dans le plat de temps en temps. En gros, juste pour qu'on soit tous d'accord et qu'on ait tous les mêmes définitions, il y a d'une part l'échec, et l'échec, c'est vraiment le fait de ne pas réussir ou de ne pas obtenir quelque chose. Et il y a d'autre part le sentiment d'échec, et c'est sur ça qu'on va, c'est de ça que je vais parler plutôt aujourd'hui plus, parce que l'échec est super factuel. Et donc là, je ne vais pas nécessairement m'adresser aux product managers qui ont raté quelque chose de super important qui leur a fait rater une promotion ou une augmentation ou peu importe, ou un projet. Ici, on va vraiment parler du sentiment la perception qu'on peut avoir à l'égard de nous-mêmes, ce que nous, on considère comme étant un échec dans son parcours de carrière produit. Et comme ce sont des carrières récentes, c'est toujours très intéressant. Et Voilà. juste une question, Lucie, par rapport à ce sentiment d'échec. Bon, c'est une question difficile, mais est-ce que tu penses que ce sentiment d'échec, il est aujourd'hui plus important dans le monde du produit que d'autres mondes, d'autres écosystèmes? Alors, je vais prendre plein de pincettes parce que je vais parler de mon petit microcosme à moi et de ce que je peux voir autour de moi. Oui, j'ai l'impression qu'il l'est plus, mais parce que si les parcours carrière sont moins clairs que dans certaines autres voies, et donc du coup, il y a beaucoup plus de place pour une forme d'imaginaire un peu collectif et de projection VS d'autres carrières qui sont plus tracées, notamment par exemple dans le monde de la finance ou dans le monde du conseil, où c'est très gradé et où en fait du coup on sait exactement où on en est et exactement où on peut aller. En produit, c'est par nature un peu plus flou, en tout cas à mon sens, parce que c'est plus nouveau en fait. Ok, ok. Voilà. Et du coup, superbe transition avec ce beau sujet du managing up. Et donc pareil, pour commencer, avant de vous dire pourquoi je pense que c'est important, je vais définir ce mot pour qu'on soit tous un peu d'accord et surtout qu'on parle un peu tous de la même chose. Du coup, en fait, j'ai repris juste la définition de la Harvard Business Review, comme ça on a quelque chose d'assez théorique pour commencer. En gros, dans cette revue, on dit qu'en gros, managing up, c'est l'art d'être l'employé le plus efficace possible, qui crée de la valeur tant pour sa hiérarchie que pour l'entreprise dans laquelle il travaille. Donc, ça ne veut absolument pas dire que managing up, ça veut dire oui à tout, sans jamais challenger sa manager et ses managers, parce qu'il y a, on va en reparler, mais il y a souvent il y a plusieurs échelons. Et ça ne veut absolument pas dire j'ai pas réussi et c'est de la faute de mon management. C'est absolument pas ce que ça veut dire. Bien au contraire. En gros, dans la notion de managing up, c'est comment moi, individuel contributeur ou juste de manager, comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre l'organisation plus efficace et d'apporter de la valeur à mon boss ou à ma boss et à mon entreprise. Et aussi, quelque chose qui est important pour moi de préciser dans la notion de managing up, c'est que je vais vraiment parler en fait, dans managing up, il y a soit le rapport que à son ou sa N+1, et moi ici, je voudrais dire N+1, N+2, N+3, N+1000, s'il y en a parmi nous qui sont dans des boîtes avec vraiment énormément d'échelons. Mais donc, l'idée, c'est vraiment de considérer l'ensemble des personnes avec qui on a un lien hiérarchique et un lien que j'appelle péri-hiérarchique. Typique, un exemple qui va, je pense, parler à tout le monde. Quand on est product manager, on reporte à, on va dire, des head of, VP, CPO. On ne reporte pas au VP Tech, au CTO ou head of engineering. Pour autant, je les fais un petit peu rentrer aussi dans la notion de managing up, parce que ce sont des personnes hyper importantes pour la construction de notre carrière. Juste pour revenir sur cette notion qui est intéressante, alors comment tu définirais effectivement cette notion de managing up? Parce que tu vois, moi parfois quand j'échange avec certains product managers, il y en a qui me disent bon bah moi de toute façon je suis là pour faire avancer mon produit, mon objectif c'est d'être voilà le plus efficace sur mon produit. Par contre aller faire de la politique entre guillemets de la lèche à mes patrons, ça m'intéresse pas. Moi je me focalise sur mon produit. Là quand tu parles de managing up, est-ce que tu dis, bah oui, c'est important de faire la politique et du coup, faut
faire attention à comment on interagit avec bon, CN+1, CN+2, CN+3, ou alors tu dis bon bah c'est autre chose et ça passe plutôt par l'efficacité que je délivre sur mon produit. Comment tu te positionnes par rapport à ce ressenti que peuvent avoir pas mal de personnes Ouais. aujourd'hui? Alors, il y a deux choses que je pense. Un, vraiment au niveau du produit, je pense que c'est absolument impossible de construire le meilleur produit du monde sans faire de la politique, si on veut employer ce très très gros mot, ou sans essayer de composer avec les personnes avec qui on travaille, que ce soit en donc ce qu'on appelle le stakeholder management, qui est vraiment très connu de la plupart des product managers, mais en fait aussi de travailler avec les personnes qui sont au-dessus de nous. Donc en fait, pour moi, même si tu veux te concentrer sur ton produit, que ton produit, les résultats, il y a un moment où ça va coincer si on fait pas ce travail-là. Et je pense que ça fait partie des compétences essentielles du product manager que de savoir travailler avec et pour les autres. Voilà. Ensuite, sur l'autre partie qui va être vraiment la gestion de soi et de sa carrière, si on voit sa carrière comme un produit aussi, c'est évidemment essentiel. Et un petit truc que je voudrais éclaircir quand même là-dessus, c'est que quand on parle de managing up, on parle jamais de genre comment est-ce que je vais pouvoir manipuler ou influencer mon management. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment comment est-ce que je vais pouvoir être la plus efficace possible. Et donc, à la fin, en effet, apporter le plus de valeur. Super Pour clair. moi, c'est très lié. En fait, les gens qui te disent je veux me concentrer que sur mon produit, à mon sens, hein, manque une partie Ouais. du job, Ouais. je pense. D'accord. Donc du coup, sur la notion de managing up, il y a trois points sur lesquels je voulais revenir pour se dire un peu pourquoi est-ce que c'est important. D'abord, parce que je pense que c'est important de reconnaître que la subjectivité, c'est quelque chose qui existe partout, qui existe aussi dans le produit et dans le product management, et il faut faire avec. C'est un peu ce qu'on vient de dire. On a tous et toutes parfois envie, parce que ce serait tellement plus rassurant que les choses soient super cadrées, normées, normatives et objectives. Mais en fait, la réalité, c'est pas forcément celle-là, et donc il faut savoir composer avec. Et d'un côté, heureusement que c'est pas celle-ci, sinon on aurait tous, enfin je veux dire, je le traduis même à l'échelle de l'organisation et du produit qu'on délivre, on ferait tous à peu près les mêmes choses et ce serait un petit peu ennuyant et à la fin il y aurait personne, enfin il y aurait aucune boîte qui fonctionnerait correctement. Ça c'est le premier point qui pour moi est super important, c'est juste de reconnaître, bah en fait il y a de la subjectivité et il faut travailler avec, et c'est plutôt une bonne chose. L'autre point qui pour moi est super important et que j'ai vraiment vu là sur ces 5 dernières années de carrière, c'est l'importance de la confiance. Et en fait, je pense que plus on grandit en tant que product manager, plus cette couche en fait de confiance, sa zone va grandir de plus en plus. Quand on commence et qu'on est plutôt junior, l'échelle de la confiance, elle est vraiment avec l'équipe. Et avec l'équipe de delivery et avec incluant le design. C'est là qu'on va travailler la confiance. La confiance, elle est essentielle pour que cette équipe et donc le produit marche. Plus tu vas te senioriser, plus tu vas avoir toutes ces parties prenantes, hein, donc tout l'ensemble du stakeholder management, et donc du coup, tu dois faire confiance à tes parties prenantes, et tes parties prenantes doivent te faire confiance. C'est super important. Et il y a quelque chose, en tout cas moi personnellement, que j'ai pas forcément toujours hyper bien analysé, qui était il faut que mon C-level me fasse confiance, en fait. Et il faut que, évidemment, moi, je leur fasse confiance. C'est super important. Pour moi, c'est un peu quasiment une condition sine qua non de la réussite des organisations et donc, en fait, du produit et du business. Et en tant que product manager, puisqu'on est à la croisée de tous ces mondes un peu merveilleux, c'est super important voilà, d'en avoir conscience et de vraiment en faire quelque chose. C'est essentiel. Là-dessus, je pense qu'il y a un énorme biais culturel qui est le biais culturel français. On a besoin de se faire confiance en France. C'est pas nécessairement. Alors, moi, j'ai travaillé que pour des entreprises françaises, donc j'ai fatalement cet énorme biais. Peut-être que si parmi nous, il y en a qui ont travaillé pour des boîtes anglo-saxonnes ou allemandes, c'est probablement un petit peu différent. Mais en tout cas, en France, j'ai toujours pu constater l'importance de la confiance entre les équipes et dans les liens hiérarchiques. Et enfin, le dernier point qui pour moi est super important, c'est l'importance de la reconnaissance. Alors pareil, le mot reconnaissance, il est parfois un peu galvaudé. Je voudrais juste m'arrêter dessus 2 secondes. La reconnaissance, elle englobe beaucoup de choses. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Elle englobe évidemment la rémunération. C'est une manière d'être reconnu, mais c'est pas la seule manière. Il y a beaucoup d'autres manières d'être reconnu et de reconnaître le travail des autres.
Il y a le dire, il y a le fait de remercier, il y a en effet le fait d'avoir, quand on est product manager, un scope de plus en plus important ou une exposition qui va être de plus en plus importante. C'est une manière d'être reconnu. Et donc, c'est super important pour tous les product managers de savoir déceler et lire quelles sont les méthodes de reconnaissance dans l'organisation dans laquelle on travaille. Ce que je ne dis pas, c'est il faut absolument les changer pour qu'elles correspondent à ma manière à moi de vouloir travailler la reconnaissance. C'est important d'en parler pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais c'est super important de les déceler. Et donc, en tant que membre de l'organisation, c'est aussi important, lorsqu'on n'arrive pas à correctement les déceler, de dire je ne sais pas déceler la reconnaissance, quels sont les drivers, quelles sont les méthodes qu'on a de reconnaître notre travail. Voilà, il y a pas mal d'entreprises, même dans lesquelles on peut avoir les espèces de systèmes de high five ou de kudos, etc. C'est aussi des manières de travailler la reconnaissance qui ne sont pas à sous-estimer. Et donc, dans le rapport au managing up, l'idée, c'est vraiment de savoir se positionner par rapport à cette reconnaissance. Donc, en gros, de savoir déceler les signes. Ok. Et peut-être, effectivement, sur la partie subjectivité et reconnaissance, c'est assez clair. Sur la partie confiance, moi, j'ai une question parce que, effectivement, en France, on a aussi, je pense, nos biais culturels sur la partie managériale. Il y a des managers qui rentrent plus dans des dynamiques, justement, de micromanagement et qui ont du mal à faire confiance. Comment tu vois, en tant que product manager, je peux justement envoyer ces signaux à mon manager direct et puis après le top management en disant bon bah faites-moi confiance, je suis en capacité de, parce que c'est pas forcément toujours évident d'arriver à créer cette confiance, même si on est performant sur notre produit. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a plusieurs choses et qui sont pas nécessairement des choses que personnellement je fais tout le temps très très bien, mais qui sont importantes. Il y a montrer par l'exemple. En fait, le meilleur moyen d'obtenir la confiance de ses pairs, c'est aussi les résultats. Donc, on peut remontrer, on peut redire, bah voilà, là, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, ça implique, et je pense que ça va parler à tous les PM qui sont là, ça implique de maîtriser sa data aussi et d'être capable de dire, bah en fait, là, on a bien réussi à augmenter tel KPI, enfin bref, à avoir un impact sur le produit. Donc, par l'exemple et par l'impact. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi quelque chose de super important qui est, pareil, j'ai pas forcément le bon mot en français, mais c'est un concept qui est assez connu aux États-Unis, qui est le concept de high agency. En fait, je vais aussi montrer que j'arrive à faire les choses, même si je suis pas nécessairement d'accord dès le départ. En fait, je vais être capable de faire, je vais être capable de faire bien, et je vais être capable de montrer à tous et à toutes les résultats. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui se travaille un peu comme ça. En fait, c'est vraiment du concret. Hein. Tu peux pas juste arriver et dire coucou, faites-moi confiance, j'ai 5 ans d'expérience en produit. Enfin non. En fait, c'est voilà. Moi, en fait, jamais on doit arriver en disant faites-moi confiance parce que j'ai 5 ans d'expérience en produit. On doit arriver en disant faites-moi confiance parce que j'ai réussi à accroître le nombre de MAU sur cette feature de temps, parce que on a fait un lancement qui a eu tel retentissement, etc., etc. C'est comme ça qu'on obtient la confiance. Et pour un product manager qui serait justement dans une situation un peu délicate, pas conflictuelle, mais tu vois, qui se sentirait pas reconnu à sa juste valeur, pour lequel tu vois, pour laquelle il n'y a pas cette situation de confiance qui est créée, il y a beaucoup de biais subjectifs dans le management. Quel est le conseil que tu donnes à ces product managers? Est-ce que c'est directement d'aller voir son manager, d'en parler, ou est-ce qu'il y a, enfin voilà, d'autres façons de faire? Comment tu voilà, crées en fait cette discussion avec le management? Ouais. Alors pour être totalement franche, je suis pas nécessairement la meilleure personne parce que j'ai eu énormément de chance. J'ai toujours eu des managers remarquables. Donc j'ai peu connu cette situation avec un N+1 qui était très très problématique. Mais en même temps, ce que j'ai vu d'eux, et c'était super, c'est que la porte était toujours ouverte pour le dialogue. Donc c'était toujours possible, pas forcément facile, mais toujours possible, très possible de dire ça va pas, ou là il y a eu un truc qui est pas convenable pour moi ou qui est pas acceptable. Et là, c'est peut-être plus un petit mot pour les managers s'il y en a avec nous aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'on m'a laissé me tromper aussi. On m'a laissé bien me viander même. Et du coup, apprendre de mes erreurs, mais c'est très bien. En fait, apprendre de mes erreurs et l'avoir commise moi-même, ce qui est beaucoup, beaucoup plus fort pour ne pas la refaire, plutôt que d'avoir quelqu'un qui te dit « Ah, non ». Donc, je pense que c'est un peu dans les deux sens. Pour moi, ce qui est super important en tant que manager, c'est de rester humble et d'être tout le temps dans une posture où on peut se remettre en cause, ce qui permet de rester ouverte à la discussion. En tant que manager, c'est comment dire, les conditions de sécurité, elles doivent être créées par le manager. Ok.
Et un manager qui micromanage, typiquement, est peut-être un manager qui reçoit beaucoup de pression. Donc, tu vois, il y a toutes Ouais, les, cascade les managériale. échelles de l'organisation, ou un manager qui est peut-être fatigué. Et c'est aussi aux équipes d'être capables de voir ça et d'en parler tous ensemble. Ok, ok, super clair. N'hésitez pas à poser d'ailleurs des questions hein, dans le module des questions, parce que moi je pose beaucoup de questions à Lucie, parce que c'est très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas également à poser des questions pour que. Bah écoute, si tu veux, on peut passer justement sur l'explication du sentiment d'échec. Ouais, tout à fait. Hmm. Donc, en fait, pour vous raconter un peu la petite histoire, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière hein, d'avoir ce sentiment fort un peu d'échec. Et, et en fait, en gros, quand les choses marchent pas pour moi, j'essaie de comprendre d'où vient le problème, parce que du coup, comme ça, j'essaye de le résoudre. Et parfois, je me prends un peu trop la tête. Mais donc, du coup, sur ce sentiment d'échec, et ici, on va vraiment parler du sentiment d'échec, hein, de la perception. En prenant un peu de recul, j'ai un peu vu 4 paradoxes qu'il y a dans le monde du produit et qui font qu'on peut avoir un peu ce sentiment d'échec. Donc, je le redis, ici, on va vraiment parler de la perception quand on est en échec vis-à-vis de sa carrière, hein, vis-à-vis de ce qu'on voulait pour sa carrière. Et donc, du coup, je ne vais pas parler du moment où on se viande totalement sur un lancement ou sur une feature, etc., etc. Même si souvent, ça participe un petit peu au sentiment d'échec. Voilà. Donc, en gros, pour parler des choses très, très concrètement, et pour faire le lien avec le Managing Up, ces dernières années, dans mon cas très particulier, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, ce que je faisais pas bien, la skills de product management que je maîtrisais mal, c'était cette compétence un peu autour du Managing Up. Et donc, à force d'y réfléchir, et je suis toujours pas en train d'exceller, mais à force d'y réfléchir, je me rapproche un petit peu de mon but de compréhension et d'essayer de m'améliorer là-dessus. Et donc, on peut y aller un peu sur paradoxe par paradoxe. Hmm. Donc, le premier paradoxe, c'est le fameux paradoxe de la reconnaissance, avec une question qui m'a longtemps tiraillée, qui est en fait la différence parfois qu'on a entre la reconnaissance externe et la reconnaissance en interne. Et en fait, ce sont deux formes de reconnaissance qui n'ont pas forcément le même tempo. Une petite dédicace à Anso, avec qui j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps de cette différence. Juste un petit mot sur reconnaissance externe. Il y a plusieurs types de reconnaissance externe, hein. Il y a le fait d'être sollicité pour de l'aide. Par exemple, des product managers en reconversion ou qui débutent et qui vont nous solliciter pour avoir des conseils produits ou pour discuter, pour savoir s'ils font le bon choix d'y aller. Ça, c'est une forme de reconnaissance. Un autre type de reconnaissance externe, ça va être autour, typiquement, ce qu'on est en train de faire là, de contenu. Coucou Lucie, est-ce que tu veux venir faire un bourbier? C'est une forme de reconnaissance. En tout cas, c'est perçu par moi comme tel et c'est agréable. Et la dernière forme de reconnaissance externe, c'est peut-être, en tout cas ces dernières années, celle qu'on a sans doute toutes le plus connue parce qu'il y avait beaucoup de recrutement dans le monde de la tech, c'est la chasse. Et les 3000 messages LinkedIn qui disent coucou, est-ce que tu veux rejoindre mon entreprise, etc., etc. Donc, il y a un peu trois formes de reconnaissance externe. Ces formes de reconnaissance externe, elles sont par essence hyper différentes de la reconnaissance en interne. Pourquoi? Parce que typiquement, si on prend le cas d'aujourd'hui, si le bourbier se passe bien, on va pouvoir le savoir là, dans une heure. VS, quand je travaille sur mon produit, le temps n'est pas du tout le même. Les enjeux ne sont pas du tout les mêmes parce qu'il y a un enjeu d'entreprise, VS uniquement un enjeu plus personnel ou à plus petite échelle. Et en tout cas moi personnellement, ça me prend encore aujourd'hui du temps de bien sentir la différence entre ces deux types de reconnaissance et donc du coup de pas vouloir que ce soit exactement la même chose, quoi, de pas vouloir ah ouais mais si je suis reconnue en externe, je dois absolument être reconnue encore plus en interne. C'est pas nécessairement comme ça que ça se passe. Et ensuite il y a un truc très important dont je voudrais parler ici, qui est en fait sa propre responsabilité. Si par moment je sens un écart entre reconnaissance interne et reconnaissance externe, est-ce que je fais bien l'effort d'aller explicitement demander à mon leadership leur avis sur les résultats produits que j'ai pu avoir? Et en fait, tant que je ne fais pas ça, forcément, je vais continuer à créer un peu ce sentiment d'échec parce que je ne viens pas apporter de factuel dans cette notion qu'est la reconnaissance. Il y a une question d'Anso qui est liée à
plutôt à la confiance effectivement qu'on peut avoir, enfin la relation de confiance qu'on a avec son manager, donc voilà, un petit peu lié à la partie reconnaissance. Et justement, Anso nous dit comment savoir si la personne en face de nous fait confiance. Quels sont les comportements, les changements de comportement pardon, concrets que l'on doit aller chercher pour se dire qu'on a réussi, comment mesurer la confiance. Donc ça, effectivement, c'est des questions qui sont intéressantes parce que dans cette optique de paradoxe de la reconnaissance, souvent on a l'impression d'être pas reconnu en interne par ses managers et c'est souvent une histoire de confiance. Donc, comment tu répondrais justement à Anso sur cette partie confiance? Ouais, très, très en dessous cette question, sur comment mesurer la confiance. Moi, je pense que c'est difficile à mesurer. À mon sens, il faut aller chercher du côté de l'autonomie et de la responsabilité et responsabilisation des équipes. Je pense que les changements concrets à apporter en termes de comportement, ça va vraiment être de se mettre dans une posture où on essaye et où du coup on dit ok, bah j'y vais, je suis avec toi. C'est un peu le côté aussi disagree and commit. Enfin, genre même si on n'est pas Mm. nécessairement d'accord, j'y vais parce que je te fais confiance ou parce que je me force à te faire confiance. Et ensuite on regardera au niveau des résultats. Je pense que lorsqu'on réussit en équipe et que les résultats sont là pour le montrer, c'est le meilleur moyen de commencer à mettre en place des circuits hyper vertueux, en fait, des cercles assez vertueux de confiance sur confiance. Et pour la mesure à proprement parler, je dirais degré d'autonomie des équipes. Parce que le nombre, par exemple, un truc tout bête et hyper concret, le nombre de sujets qu'on fait escalader à un niveau hiérarchique élevé du type VP, ça peut être un bon enjeu de confiance. Mm. Ok, super clair. Tu veux qu'on passe au deuxième paradoxe? Ouais, avec plaisir. Allez. Deuxième paradoxe, le paradoxe du titre, que j'aurais aussi pu appeler le paradoxe de LinkedIn, ou le paradoxe de pourquoi est-ce qu'il y a 150 000 métiers dans le product management alors que la discipline est très récente. Et donc en fait ici, ce qui est intéressant, c'est que du fait de voir un peu tout. La discipline est nouvelle, donc en fait les métiers sont nouveaux et donc il y en a plein, plein, plein. Je ne sais pas si les métiers qu'on a aujourd'hui, les titres vraiment qu'on a aujourd'hui existeront encore dans 5 ans parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Product Operations, c'était quelque chose qui existait quasiment pas avant. Maintenant tu vas avoir des Head of Product Operations, des VP Product Operations, etc., etc. Ce que ça produit en fait, c'est que ça donne une impression de carrière super linéaire. Mais c'est simplement une impression, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans le monde de la finance ou du conseil. Donc, en fait, la réalité, c'est que ça n'est pas forcément linéaire et qu'on peut avoir plein de changements un peu dans une carrière produit. Et donc, du coup, cette perception de la carrière linéaire, elle peut vraiment entraîner un sentiment d'échec parce que du coup, ce qu'on peut attendre de soi-même, c'est chaque année ou chaque exercice, en gros, je dois aller de cette étape à cette étape. Or, c'est pas nécessairement comme ça que ça fonctionne. Et en plus, il est hyper important de rappeler que la réalité d'une entreprise n'est pas du tout celle d'une autre. Et qu'en fait, le même titre, moi aujourd'hui, je suis senior product manager chez Deezer et senior product manager chez, je sais pas, Alan par exemple, c'est peut-être très très différent. Et donc en fait, l'espèce de système dans lequel on peut éventuellement se mettre, en tout cas moi dans lequel je me suis parfois mise, de comparaison absolument à tout prix, est pas bon. Et en fait, il est surtout très paradoxal parce que le titre ne veut pas forcément dire. Donc, ce qui est important, en revanche, c'est de comprendre la valeur du titre, ou en tout cas de la mission, plutôt du job, en interne dans sa propre boîte. Qu'est-ce que ça veut dire senior? En fait, ce qui est vraiment la vraie question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire senior product manager chez Deezer? Est-ce que je corresponds au job? Est-ce que je fais bien ce travail-là? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Quelles sont les possibilités, etc., etc. Et là, c'est pareil, en fait, sur la responsabilité propre et individuelle. Ici, elle va être de se dire, OK, alors je me sens en situation d'échec parce que j'ai l'impression que tout le monde autour de moi qui fait à peu près le même job a un autre titre. Est-ce que je fais l'effort d'aller demander quels sont les plans de carrière en interne, d'aller voir ce qui est possible de faire, dans quoi est-ce que je peux m'insérer, quelles sont en fait les compétences qui me manquent pour l'étape d'après en interne et pas par rapport au monde merveilleux de LinkedIn où tout le monde est responsable de tout et où tout le monde réussit tout brillamment. Ok, super intéressant.
Ouais, alors, le paradoxe du manager, c'est mon préféré et en même temps, c'est le plus difficile pour moi. Certainement parce que j'ai toujours été, hyper bien managée, donc c'est voilà. En gros, ce que je veux dire par le paradoxe du manager, c'est un peu ce que je disais en introduction, c'est que dans Managing Up, il y a pas que N+1, il y a N+, monde, et c'est super important de le garder en tête. En fait, pour moi, la force du manager, c'est que c'est, quel que soit son niveau de seniorité hein, dans la vie, en fait, c'est la personne la plus importante pour le manager au quotidien. C'est la personne pour laquelle on reste ou on quitte une entreprise, à mon sens, et c'est même parfois la personne pour laquelle on vient dans une boîte. Donc il y a une espèce de relation vraiment privilégiée et qui va être d'ailleurs cruciale, à mon sens, hein, pour la réussite du produit dans de bonnes conditions et sans passer par des grands moments de pugilat, parce on peut réussir sans bonne cohésion, mais je pense vraiment que ça aide et que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. En tout cas, c'est très important pour moi dans ma manière de travailler, que pour le coup, il y a une relation de confiance absolue avec vraiment la personne qui me manage directement. Pour autant, et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que parfois, le fait de se concentrer beaucoup sur cette relation-là, avec le N+1, fait un peu oublier le contexte et les besoins de ces N+2, N+3, N+1000. Je vais prendre un exemple super concret pour essayer d'illustrer un peu mon propos. Dans une relation PM Head of Product, par exemple, je pense que la plupart des Head of Product vont avoir besoin d'être challengés. Parce qu'en fait, ils travaillent avec des product managers qui ont une vision terrain, qui ont une vision peut-être plus concrète du terrain et un peu moins théorique. Donc, il est de très bon ton de challenger, évidemment correctement, mais de challenger son Head of Product, par exemple. Ça peut être vraiment un de ses besoins. Alors que des personnes qui vont être à des stades de VP ou de C-level auront peut-être plus besoin d'être rassurées. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Hein. Je dis parfois, il y a le contexte qui est un petit peu différent parce qu'en fait, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Et c'est au product manager d'être capable de faire cette distinction et donc du coup de ne pas faire les choses pareilles. Et donc du coup, pour continuer dans cet exemple super concret, si on prend une direction que en tant que product manager, je ne pense pas être la bonne. C'est pas du tout pareil quand je dis à mon ou ma N+1, je pense qu'on a tort d'aller là-dedans, parce qu'en fait, je sais que il ou elle sait comment je vais travailler et qu'en fait, je vais sans doute présenter peut-être un plan après, mais dans tous les cas, quand même avancer. Et si je dis exactement la même chose à mes N+2, N+3, la perception va forcément être un peu différente parce qu'ils sont pas du tout dans le même contexte, ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc, il aurait été de bien meilleur ton de dire, OK, voici un plan alternatif et voici le plan par rapport à ce que vous avez en tête. Pourquoi est-ce que je pense que le plan alternatif est mieux? Mais dans tous les cas, je suis prête pour le plan pas alternatif. Et ça change complètement la dynamique. Et ça, en fait, c'est un exemple hyper concret de comment managing up, enfin de comment faire du managing up. Ouais, voilà. Donc c'est important. Et donc là-dessus, c'est encore, j'en reviens toujours à cette notion de responsabilité individuelle. Comment moi, en tant que product manager, je fais en sorte de comprendre les besoins de mon N+1 ou de ma N+1 et ceux qui sont au-dessus, enfin mes N+ monde, je vais les appeler comme ça. Pour que tout le monde se retrouve. Et, et non, non, c'est une notion intéressante. Et effectivement, moi aussi, du coup, ce que je vois sur le marché, c'est que souvent les personnes qui sont en situation de management dans le monde du produit sont bien évidemment des anciens experts, hein, parce qu'on est sur des métiers d'expertise, donc qui débutent sur le management. Et c'est vrai que parfois c'est un petit peu compliqué, notamment quand on débute sur le management, parce que c'est un métier qui est difficile et différent de ce qu'on peut faire sur la gestion de produits classique. Justement, à contrario, là, tu donnais des tips aux product managers. Quels seraient les tips que tu pourrais donner aux personnes qui débutent sur le management d'équipe produit, sur le management de product manager, notamment avec, toi, ton feedback aujourd'hui de senior product manager. Alors, je sais que tu as toujours eu d'excellents managers, mais voilà, essayer de... Ouais. Ouais, bah écoute, alors là justement, grâce à mes excellents managers, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a un petit tips qui est pas mal à mon sens, qui est d'aller se renseigner auprès d'anciens managers avec qui on travaille plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, le fait de pas être dans la même boîte, ça va juste introduire cette espèce de distance qui permet aussi à l'échange d'être parfois peut-être plus
direct ou en tout cas qui est de fait moins émotionnel en fait, puisqu'on n'est pas nécessairement dans la même réalité. Et donc du coup, quand on commence quelque chose, et particulièrement quand on commence du management, parce que je suis d'accord avec toi, je pense que c'est super important, et ben ça peut être une bonne chose que d'aller revoir un peu ses anciens managers, reprendre conseil auprès d'eux, et aussi se faire une idée assez précise de quel type de manager on veut être et de quel type de leadership tu as. Pour moi, c'est aussi assez important. Et d'être très clair avec ses managers sur ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils peuvent attendre de nous, et être assez transparent sur le type de leadership qu'on a. Ok, super clair. Merci. Et tu veux qu'on aille sur le dernier paradoxe? Avec plaisir, let's go sur le Allez, dernier paradoxe. Ouais. Ouais, le paradoxe de l'ambition. Ici, ça va être, j'espère, en fait non, j'espère ne pas parler au plus grand nombre parce que j'espère que tout le monde n'est pas dans ma situation parce que je la trouve pas toujours très confortable. Mais personne n'en parle et donc du coup, let's go, je vais mettre les pieds dans le plat comme toujours. Pour moi, il y a un gros paradoxe autour de l'ambition. En tout cas, moi personnellement, j'en ai un énorme qui est certainement lié un peu à un pseudo-syndrome du bon élève. Je suis pas psy, donc je vais pas du tout aller dans la définition psychologique de ce que veut dire le syndrome du bon élève, mais en gros, juste pour qu'on soit tous sur les mêmes, qu'on ait tous à peu près les mêmes choses en tête. Le syndrome du bon élève, c'est un peu ce syndrome de quand on était à l'école, tout se passait super bien. On avait des petits clap-clap à la fin de l'année et on nous disait bravo Lucie, c'est super, tu passes dans l'année d'après. Il y avait un peu cette espèce de rituel de passage. Et même si tout le monde nous répète on travaille pour soi et pas pour les autres, en fait, dans le syndrome du bon élève, il y a un petit peu on travaille un peu pour les autres. Et donc, du coup, il y a quasiment une notion de dépendance un peu à la reconnaissance. On a besoin de petits clap-clap à la fin de l'année. Pourquoi c'est paradoxal avec le fait d'avoir de l'ambition? C'est parce qu'en fait, quand on est sur ce type quand on a un peu ce syndrome-là, donc, en tout cas, personnellement, moi, à la fois, j'ai de l'ambition professionnelle, je sais où je veux arriver, j'ai même dans ma tête une espèce de timeline, genre de quand je veux y arriver, que je réévalue au gré de la réalité, parce que bon, parfois, j'ai tendance à m'emballer un peu pour rien. Et en même temps, j'ai ce truc où j'attends qu'on me donne la permission d'avoir de l'ambition. Et ça va pas du tout. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Et donc, en fait, ce paradoxe, il est vraiment sur le fait de vouloir aller vite. Donc, parfois, j'ai envie d'aller vite, trop vite. On m'a souvent dit que je manquais de patience. Et en même temps, j'ai jamais vraiment dit à mon management que j'avais cette ambition. Un exemple tout bête, la dernière fois, je parlais avec un ancien manager et je lui faisais part du fait que moi, j'avais très envie d'avoir une équipe. Et cet ancien manager m'a dit « Ah bon ?» Et pour moi, c'était drôle parce que je me suis dit « Mais c'est dingue, moi, j'ai l'impression que ça a toujours été hyper clair et que ça a dû toujours transparaître de moi, mais en fait pas du tout parce que je ne l'avais jamais vraiment dit ni explicité. » Et donc c'est ça un peu ce truc qui est très paradoxal parfois autour de l'ambition et qu'il faut absolument essayer de craquer. Et en plus de ça, je pense que le fait de montrer ses plans, enfin en tout cas de se dire voilà, moi j'aimerais bien être là dans X années, ça permet aussi à notre management de nous donner des conseils et surtout peut-être de nous recalibrer un peu sur quelque chose qui va être peut-être plus réaliste dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, encore une fois, sur ce principe de quelle est ma responsabilité individuelle, ok, j'ai l'impression de pas être là où je voulais en être par rapport à mes plans de carrière, mais est-ce que j'ai déjà parlé de mon plan de carrière à quelqu'un ? Et ça, c'est super important. Et en fait, si on ne fait pas ça, on peut pas résoudre un peu ce sentiment d'échec lié au paradoxe de l'ambition, je pense. Donc le type, c'est quoi? C'est d'être complètement transparent vis-à-vis de son management sur ses évolutions potentielles pour demain, quoi. Oui, et de le faire en toute humilité. Le tips pour moi, c'est de dire, OK, un jour, j'aimerais être CPO. Comment on fait, à ton avis, pour en arriver là? OK, et donc, évidemment, je ne serai pas CPO là, comme ça, overnight. Et donc, du coup, moi, j'ai imaginé ces étapes-là pour ma carrière. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a plein de carrières aujourd'hui dans le produit. Il y a des carrières qui vont passer par l'expertise où tu vas être contributeur individuel et tu peux accéder enfin bref, tu vois, tu peux passer par là, par le parcours de contributeur individuel, ou tu peux passer par le parcours management. C'est un peu là les deux voies qu'on a. C'est super important d'être conseillé aussi là-dedans et de pas se fier que à son idée qu'on a des métiers. Donc c'est ça, vraiment d'être clair et de demander conseil. Ouais, c'est intéressant parce que effectivement, on est sur des métiers sur lesquels on a quand même un peu ce syndrome de l'imposteur qui est assez omniprésent, je trouve. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'on est sur des métiers qui sont
relativement complexe, toujours évolutive. Donc, bon, c'est très différent de faire du product management que faire, comme tu le disais tout à l'heure, de la finance ou du conseil, où tout est beaucoup plus normé et où tout bouge beaucoup moins. Et donc, c'est vrai que tu as raison. Je pense que la première étape, je pense, c'est déjà avoir de l'ambition et se faire confiance. Et ça, je pense que on est sur des métiers où justement les personnes ne se font pas suffisamment confiance et ont pas suffisamment d'ambition. Et puis après, effectivement, comme tu dis, bon bah derrière, être transparent sur son ambition et la communiquer, je pense à son management parce que c'est souvent quelque chose qui est peu fait à cause justement de ce syndrome de l'imposteur qui est encore assez omniprésent sur nos métiers. Oui, oui, c'est clair. Et tu vois, pour reboucler avec le sentiment de confiance tout à l'heure, lorsque tu es en confiance, c'est important, en fait, ton ou ta manager va aussi être une personne qui va pouvoir t'accompagner vers cette ambition, que ce soit en interne ou pas, en fait. Mmh. Et voilà. Et en tout cas, je pense qu'il y a vraiment, enfin, il y a vraiment quelque chose à creuser autour de ça. Pour moi, c'est complètement OK d'en avoir, de partager son plan et de voir comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Et le but d'un manager est de faire en sorte que tu y arrives en restant le plus longtemps possible dans la boîte dans laquelle tu es, si tu es vu comme quelqu'un qui apporte de la valeur. Enfin, je pense qu'il y a plein de manières très saines de travailler ça. Mmh. OK. Peut-être avant de passer à la prochaine slide, il y a une question de Nicolas Oui. qui te demande si tu as déjà eu affaire à des managers qui manquaient de disponibilité et justement si tu avais des tips pour maintenir un petit peu la relation parce que c'est vrai que bon bah effectivement sur nos métiers quand on est product manager, on peut avoir des head of product, CPO qui vont gérer parfois des dizaines d'équipes produits qui vont avoir peu de disponibilité. Donc bon bah voilà, comment tu fais pour faire en sorte d'avoir de la disponibilité de ton management parce que sinon c'est vrai que c'est compliqué d'avancer sur tout ce que tu as dit si le management n'est pas disponible quoi. Ouais, bon, alors moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. En revanche, il y a peut-être des choses auxquelles on peut penser. Je pense que c'est important c'est important d'aller voir son management et d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin de disponibilité. Donc typiquement de reprendre des cas concrets, bah là par exemple j'ai pas réussi parce que j'aurais eu besoin qu'on travaille ça ensemble, etc. Et on n'a pas pu le faire et donc du coup le résultat, enfin ou le manque à gagner ou etc. etc. Ensuite il y a un autre truc qui me semble important, c'est que la disponibilité elle vient aussi en fonction de la seniorité de la personne. Donc en gros, en effet, si on a des équipes qui sont plutôt juniors, il est très important d'être disponible encore plus que lorsqu'on a des équipes seniors. Et ça, il y a un truc très, comment dire, hyper terre à terre que je vais dire par rapport à ça, mais c'est aussi pour ça que les rémunérations sont différentes entre des profils plus juniors et des profils plus seniors. Le Hmm. profil plus junior va demander plus de disponibilité du manager et c'est une des explications qui fait que forcément les salaires des juniors vont pas être les mêmes que sur des salaires de seniors. Donc ça, c'est très terre à terre parce que c'est vraiment genre juste du bon fonctionnement, enfin c'est très pragmatique en fait. C'est une approche très pragmatique de l'entreprise et de l'organisation du travail. Mais là, c'est pas forcément que du produit. Ok, très clair. Très clair. Et puis il y a Céline qui te félicite déjà pour le webinaire. Et oui, Céline, il y aura un replay qui sera disponible pour partage au pair. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on bascule à la dernière slide. Donc, pour ceux Ouais. qui ont encore des questions, n'hésitez pas, parce on approche du bout hein, de ce bourbier. Vas-y, je te laisse la main, Alice. Merci beaucoup. Ouais, et donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ce sentiment d'échec dans une organisation produit C'est important de redire dans une organisation produit et en tant que product manager. Et c'est là où je voulais en venir avec tout ce talk. Il y a le mot échec, il y a plein de mots un peu comme ça qui font super peur. On a l'impression on va tous mourir à la fin du talk. Et en fait, non, c'est un talk super positif parce qu'en gros, tout ce que j'essaye de dire depuis le début, c'est que on est soi-même maître de ce sentiment d'échec, de cette perception et de comment est-ce qu'on va pouvoir le dépasser. Là-dessus, il est super important pour moi de distinguer comment est-ce qu'on peut aider les autres à le dépasser, comment est-ce qu'on fait pour le dépasser pour les autres et pour soi-même. Pourquoi c'est important le pour les autres? Et ça n'a rien à voir avec la position de manager. C'est vraiment juste pour moi l'organisation produit. J'adore les organisations produits et d'ailleurs je suis souvent très critique des organisations produits parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais je crois vraiment que le produit qu'on fait ressemble énormément à son organisation et que par l'organisation, on peut résoudre énormément de problématiques produits et donc business. Hmm. Tous les membres d'une organisation produit, et donc pas que les têtes pensantes de cette organisation, mais tous les membres de cette organisation sont responsables du bon fonctionnement de l'organisation produit. Et donc, on peut toutes et tous faire quelque chose pour que cette organisation produit fonctionne mieux. Enfin, moi, je crois beaucoup aux product managers responsables de tout. Pas tout seul, mais responsable d'énormément de choses. Et enfin, bref, c'est important qu'on l'ait en tête.
Donc, comment est-ce qu'on fait un peu pour les autres? Je pense que c'est très important d'initier des discussions sur les plans de carrière. Quels sont les plans de carrière dans l'entreprise, dans laquelle, je travaille? Et du coup, quel est mon plan de carrière dans l'entreprise dans laquelle je travaille? Pour moi, c'est super important de travailler dessus. Également sur le plan de recrutement, par exemple. Et c'est pas forcément que au niveau des managers, c'est aussi au niveau des managers. On peut discuter de quels sont les bons profils à recruter, etc. Que se passe-t-il si je recrute que des gens qui sont juniors ou que des gens qui vont être seniors ou etc. Que peut-on s'apporter entre profils de même seniorité ou de seniorité différente? Comment est-ce qu'on construit cette équipe? Et quand l'équipe est construite, comment est-ce qu'on en tire le maximum les uns pour les autres et comment est-ce qu'on grandit tous ensemble. Je pense que la transparence, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les autres. Donc ça va être notamment sur la transmission des retours de feedback, sur les performances, sur le travail. C'est super important d'en obtenir et donc c'est très important de le demander aussi. Et il ne faut pas avoir peur de demander des feedbacks. Pour moi, ça marche vraiment très bien. Enfin, c'est super important. C'est ce qui fait le plus grandir. La reconnaissance, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est essentiel pour les autres. Donc, du coup, d'être capable de reconnaître le travail de ses pairs, c'est bête, mais c'est des choses qu'on fait pas forcément. Encore une fois, c'est un biais très français, mais juste d'aller voir quelqu'un avec qui on travaille et de lui dire trop cool la feature que tu as sortie, j'ai regardé les résultats, bravo. C'est une forme de reconnaissance qu'on peut penser à plus faire. Ça ne fait de mal à personne, au contraire. Et voilà. Et ça, c'est un truc que les anglo-saxons font beaucoup mieux que nous, par exemple. Et enfin, pour soi et pour les autres, mais il y a le principe de réalité qui est super important. Le monde du product management est aussi un monde qui est très théorique. Il y a beaucoup de on-dit dans le monde du product management et en fait, il y a aussi la réalité. Et la réalité, elle est dure. Le job, il est difficile. C'est un job qui demande de beaucoup d'énergie, de se mettre beaucoup de côté. Et c'est aussi ça la réalité. Et donc, il faut la voir par rapport à ses potentiels échecs, ses potentielles réussites. Voilà, principe de réalité et humilité. Pour soi-même. Pour soi-même, il y a quelque chose, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est la notion d'émotion et la notion de patience. Le job de product manager, il est par essence désémotionnalisé parce qu'en fait, il faut être très rationnel dans la prise de décision, même si l'intuition compte, parce que c'est ce qui fait qu'on va peut-être se dire j'ai plus envie de pencher pour cette hypothèse, il faut que j'aille creuser cette hypothèse, mais globalement, on va tout dérisquer en permanence. Et c'est tant mieux, je ne veux pas du tout remettre ça en cause. Pour certaines personnes dont je fais partie, qui sont des personnes qui, dans la vie de tous les jours, quand elles n'ont pas leur casquette de product manager, sont plutôt des personnes émotionnelles, par moment, ça peut être parfois un peu difficile. Il y a comme une espèce de schizophrénie qui peut s'opérer. Bon, le mot schizophrénie est un peu trop fort, mais parfois c'est un peu difficile d'être désémotionnalisé par rapport à soi. Et en même temps, on l'entend beaucoup parce que c'est ce qu'on se répète à longueur de journée, qu'il ne faut pas avoir trop d'émotions dans le product management. Et donc, du coup, on finit même par se dire, mais moi, en tant que membre de l'organisation, je ne dois pas avoir beaucoup d'émotions. Et c'est pareil avec la patience. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a énormément dit et c'est très vrai. Je ne suis pas patiente, je manque de patience dans la vie et donc dans ma perception de moi-même aussi. Et en fait, c'est comme ça. J'ai des émotions, je manque de patience. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai à ma disposition, c'est comme ça. J'ai beau essayer de travailler dessus, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est comment est-ce que je vais rendre ces deux piliers, que sont la patience et l'émotion, des choses positives pour moi et pas des choses négatives. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est ce que moi, je peux faire avec moi-même. Parce que j'ai le contrôle complet de ce que je fais de ces émotions. Et donc, du coup, plutôt que d'être dans cette espèce de sentiment un peu d'échec qui peut être un peu dévalorisant et qui surtout peut être démotivant, et c'est là, on est là pour parler de ce qui se passe quand même dans une entreprise. Hein. Une entreprise, elle marche mieux avec des individus motivés que des individus démotivés. Et nous, en tant qu'individus, on travaille mieux quand on est motivé en général. C'est donc comment est-ce que je vais faire ça? Et donc moi, typiquement, je suis pas très patiente. Et plutôt que de me dire que je vais rester sempiternellement dans mon sentiment d'échec, je suis en mode OK, let's go. En fait, qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour surmonter ça? Comment est-ce que je vais faire pour m'améliorer? Comment est-ce que je fais pour que la prochaine fois, j'ai quand même résorbé un peu le gap entre ce que je voulais et ce qui se passe réellement. Il y a un autre truc sur lequel je pense que c'est très important de s'accrocher, c'est ses propres résultats produits. Ça, c'est des choses que rien ni personne, même pas vous-même, ne pouvez vous enlever. En fait, quand on a des résultats qui soient bons ou mauvais, c'est juste pour avoir une conception de soi-même à peu près juste.
Quand on a réussi particulièrement quelque chose, bah, c'est bien, et ça, il faut les garder. Il faut peut-être se noter tous ces achievements quelque part, mais ça aide beaucoup à surmonter le sentiment d'échec. En fait, c'est pas parce qu'on n'a pas obtenu exactement ce qu'on voulait que tout le reste est complètement raté, et c'est important de se le dire. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'il y a une question de François qui est intéressante justement sur la partie résultat produit. Donc effectivement, quand on travaille dans une équipe produit, on est plusieurs et la question de François, c'est bon bah comment on prend du recul en tant que PM et voilà, et de pas prendre seul l'échec de son produit et comment gérer différemment un échec individuel versus un échec collectif. Bon, je trouve la question assez intéressante justement par rapport à ces résultats produits. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, ma conviction là-dessus, c'est que le succès est jamais celui seul du PM. Parfois, l'échec peut l'être. Et je pense que c'est bon, c'est aussi ce qui fait que le job est dur. Et il faut, voilà, faut en avoir conscience. Je pense qu'il y a deux choses pour essayer de gérer un peu l'échec vraiment produit. Il y a qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc là, ça va être tout ce qu'on peut faire avec des post-mortem, etc. Donc collectivement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? À quel moment du delivery ou de la discovery est-ce qu'on s'est collectivement planté? Ça, c'est une bonne chose à faire et à travailler en équipe. Et donc, il faut que tout le monde soit là à ce moment-là. Et ensuite, un travail un peu plus personnel qui est et qui doit se faire après. Donc, quand on a fait son post-mortem, quand on a vu un peu les différentes étapes, sur toutes ces étapes-là où il y a eu un peu des espèces de micro-fails ou de macro-fails même peut-être, qu'est-ce que moi, en tant que product manager, j'aurais pu faire mieux? Et comment est-ce que je le fais pour le voir la prochaine fois? Juste moi-même. Et après, évidemment, il y a collectivement, comment est-ce qu'on fait pour ne pas se reprendre un gros mur, mais la réalité, c'est qu'on s'en reprendra un, mais ce sera pas le même. En fait, tant que c'est pas le même mur, tout va bien. C'est ce qui est grave, c'est si on se prend 2 fois le même mur. Là, ça va pas. Merci. Ouais, et donc du coup aussi le fait de dépasser le sentiment d'échec pour soi-même, il y a aussi vraiment le fait de réussir à vraiment voir son management comme un produit. Je mets vraiment des guillemets parce que le côté déshumanisant ne me plaît pas trop, mais mais en même temps c'est important de savoir faire ça et de voir son management comme un produit. Donc c'est-à-dire qui va devoir répondre à des besoins et à des attentes. Et en fait, c'est super important de voir ça. Quelles sont les attentes auxquelles doit répondre mon CPO? Ou quelles sont les attentes auxquelles doit répondre mon ou ma head of, mon ou ma VP? Ce qui va nous permettre, nous, de nous adapter aux besoins et donc de proposer la meilleure offre qu'on puisse proposer pour apporter de la valeur au business et à son management. Et enfin, la dernière étape, qui est comme pour l'autre, c'est le principe de réalité. Que suis-je capable de faire aujourd'hui? Que ne suis-je pas capable de faire aujourd'hui? Dans le contexte dans lequel j'évolue, et c'est super important de garder à l'esprit dans le contexte dans lequel j'évolue. Il faut faire attention à ne pas devenir un product manager en toge blanche qui dispense de bonnes pratiques comme ça, mais qui sont décorrélées de la réalité. C'est super important pour moi que les product managers maîtrisent la théorie et les bonnes pratiques, c'est même essentiel, mais c'est tout aussi important qu'ils soient capables de les tordre un petit peu en sachant quand ils les tordent. C'est important aussi de pas commencer à se raconter des histoires et à tout justifier, c'est de se dire bah ok, en fait là j'avais pas le choix, on a dû passer en mode projet, mais parce qu'en fait c'était ce qu'il fallait faire. Pas de dire ah le mode projet c'était top ou on a fait du produit alors qu'en fait c'était du projet, mais juste bah là en fait il fallait faire ça. Voilà. Et juste un petit mot pour terminer. Je pense que pour moi, la bonne pratique, parce que là, tout ce que je dis, c'est des choses qui sont. Enfin, je veux pas asséner de vérité, hein, c'est vraiment mon avis personnel. Mais pour moi, la bonne pratique, qui j'espère n'est pas que mon avis personnel, mais qui en est vraiment une factuelle, c'est l'humilité dans le product management. C'est super important et notre discipline en manque cruellement, à mon sens. Et c'est aussi comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on devient meilleur, et c'est comme ça qu'on a de meilleurs résultats, et donc qu'on gère de mieux en mieux sa carrière. Et voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Lucie, pour ce talk. C'était vraiment canon, ultra intéressant. Je pense qu'on n'a plus de questions dans le chat, donc on va pouvoir mettre fin à ce bourbier. Voilà, bon, n'hésitez pas à poursuivre les discussions avec Lucie via LinkedIn, je pense.
Je sais pas si Lucie, tu veux dire un petit mot de la fin. Non, bah, merci beaucoup de m'avoir reçue, c'est intéressant. J'étais très contente de parler, d'un sujet, qui est un petit peu tabou, Bah donc ouais, voilà. c'est clair. Bon, en tout cas, c'était super. Je pense que ça a vraiment plu à tout le monde. Donc, un grand merci, Lucie. Puis un grand merci à tous ceux qui étaient là en nombre aujourd'hui pour écouter Lucie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, à revoir tout le monde. Salut.